Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode consacre sa carrière à accompagner les femmes enceintes et les mamans à rester actives, fortes et en confiance pendant et après la grossesse. Kinésiologue et fondatrice de Bujotte et Placotine, elle a transformé son expertise terrain et scientifique en une entreprise à impact qui rejoint aujourd'hui des milliers de femmes au Québec. On discute de son parcours, de la science derrière le mouvement pendant et après la grossesse et de ce que ça prend pour bâtir une entreprise en santé, durable et alignée avec ses valeurs. Veuillez accueillir Sarah Baribeau. Sarah, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Tu as été athlète collégiale en basket et à l'université comme cross-country, athlétisme. Oui. Cross-country, principalement un peu d'athlétisme. Okay. Ouais. Qu'est-ce que ton parcours d'athlète universitaire et collégial t'a appris des leçons que tu as pu transmettre en devenant maman et femme d'affaires? Hey, c'est une grosse question. Ben, d'abord, tu sais, moi, le basket, ça a toujours vraiment pris beaucoup de place dans ma vie parce que mon papa, il avait joué dans le Rouge et Or au basket. Puis ensuite, mon frère, il a joué aussi au basket Rouge et Or. Et mon père, il a été aussi 10 ans président du Rouge et Or basket. Donc, vraiment, notre vie tournait pas mal autour du basket. Je suis née pas mal là-dedans. Puis, tu sais, je mesure 5 et 3. Des fois, j'en veux à mon père parce que j'aime tellement le sport. Puis je suis comme, pourquoi tu nous as mis dans le basket? Mais j'ai commencé dans le basket, puis j'ai commencé quand même tôt. Tu sais, aujourd'hui, ça commence très tôt, là, mais dans le temps, tu sais, on était sur la petite équipe civile en 6e année du primaire. On n'était pas beaucoup à jouer, mais tu sais, chez nous, je veux dire, c'était toujours ça. On était toujours dans les gyms. À Noël, on était dans les gyms. Toute la famille de mon père, il jouait au basket aussi. Fait que, tu sais, je me débrouillais quand même pas pire avec... tu sais, j'étais point guard, là. Fait que j'étais avec mon frère, là, tu sais, tout le secondaire... dans le sous-sol tous les soirs à dribbler. Puis, il y avait une chose qui est une valeur, en fait, que j'ai pu reproduire pas mal dans toute ma vie, c'est la valeur de l'effort. Fait que, autant en affaires, mon père, c'est comme s'il nous disait, vous êtes petit, donc vous allez devoir travailler plus fort que tout le monde. Et ça, moi, c'est quelque chose que des fois, je me parle, que je pourrais me donner un break, là, une fois de temps en temps. Mais c'est sûr que la valeur de l'effort, pour moi, j'ai pas peur de mettre du temps, de me discipliner. Et c'est certain que dans le monde de l'entrepreneuriat, ben ça prend ça. Et même aussi, tu sais, cette résilience-là de dire ça va être long. Dans ce sens que, tu sais, j'arrivais au secondaire, je mesurais 4 pieds 10. Puis là, ben, les coachs, tu sais, ils recrutaient toutes les grandes qui ne savaient même pas jouer au basket, mais c'était ça l'avenir, tu sais, c'était elles qu'on allait mettre en dessous du panier. Puis je savais que ben fallait que je développe d'autres skills, finalement, ma force à moi, pour pouvoir continuer de percer. Puis j'étais en secondaire 1, puis mon rêve, c'était de jouer collégial 3A, puis même, tu sais, universitaire. Donc, cette résilience-là aussi, d'accepter que ça va prendre du temps avant que je réalise mes objectifs, ça aussi, c'est très présent dans l'entrepreneuriat. C'est pas... je suis pas une compagnie en tech, là. C'est pas overnight non plus. Puis mon but, c'est que rapidement, tu sais, on fait de l'argent, on vend, c'est pas ça. Donc, je pense que ça, c'est des valeurs, des choses que j'ai apprises. L'autre chose, c'est que souvent, les point guards, ben on est elles sur le terrain qui dirigent le jeu. Donc, j'ai souvent été capitaine d'équipe. Et j'ai compris aussi assez rapidement que pour avoir une bonne équipe, il faut qu'on connaisse les forces de chacune et tout le monde doit faire son rôle dans le mieux possible. Mais avec nos forces, on doit tout le monde miser vers un objectif commun. Et ça, c'est 100% d'entrepreneuriat aussi. Il faut connaître, même aujourd'hui, le rôle du franchiseur, du franchisé, le rôle des entraîneurs, quel type de cours ils vont donner, c'est qui les forces. J'ai déjà mis des gens dehors en disant « Je pense pas que tu es sa bonne chaise chez nous ». Pour moi, ça, c'est quelque chose aussi que je peux reproduire. Puis au niveau de la maternité, je pense que la résilience, ça m'a quand même apporté beaucoup. Puis encore une fois, de toujours voir la grande image, tu sais, à travers, mettons, le sport et la maternité, de faire confiance aussi au processus. De dire, ah, OK, si je suis active durant la grossesse, puis si je suis un petit peu moins, ça ne sera pas la fin du monde, ça va revenir. Puis de mettre un objectif à plus long terme, d'être constante là-dedans pour pouvoir y arriver. Fait que, honnêtement, je pense que j'en aurais long à dire, là.
Puis, je dirais au niveau universitaire, puisque je suis arrivée dans le monde universitaire, c'était pas du tout mon sport, quoique j'avais couru toute ma vie. Tu sais, j'arrivais dans le cross-country, j'avais des gens qui étaient là qui couraient depuis toujours. Tu sais, moi, j'arrive à l'université, je fais l'équipe. Et ça, c'est l'humilité, je dirais. Surtout en athlétisme. Là. Puis, tu sais, même mon chum que j'ai rencontré sur l'équipe d'université, il faisait de l'athlétisme depuis qu'il avait 12 ans. Lui, il arrivait deuxième au championnat canadien universitaire. Donc, moi, j'ai accepté aussi que j'étais là pour me pousser, donner tout ce que j'avais, mais je n'avais pas le talent là, pour... Des fois, je parle à mes filles puis je dis, hey, ma meilleure compétition de cross-country, là, j'ai vraiment fait la meilleure performance de l'équipe. C'est au championnat canadien universitaire sur les plaines d'Abraham. Il y avait des vents de 40 km/h. Il y avait de la bouette, ça n'avait pas de bon sens. Puis je dis, les filles, sérieux, j'ai vécu un moment, là, c'était ma meilleure performance. C'est comme, ah ouais, t'es arrivé combienième? 56e. C'était un big deal là, pour moi, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, aussi, c'est ça aussi la maternité, là, tu sais, c'est que c'est le chaos un peu, tu fais de ton mieux, puis tu as des projets à long terme, puis de la discipline, de la constance. Fait que, bref, je pense que tout est interrelié, puis tout est dans tout, comme on dit. Mais c'est le fun au niveau de l'entrepreneurial, de ton côté athlétisme. Mm-hmm. Un très beau parallèle qu'on peut faire, c'est tu arrives en affaires, quand tu démarres une entreprise, c'est t'as peut-être, premièrement, tu sais rien, puis il y a à peu près 5, 6, 10 autres compétiteurs ou plus qui sont déjà là. Ouais. Puis qui ont déjà une longueur d'avance sur toi. Ouais. Il faut trouver des façons d'aller chercher dans leurs faiblesses. Ouais. Trouver c'est quoi qui manque pour que nous, on peut aller se démarquer dans ce créneau-là. Là. C'est drôle parce que je t'avoue que moi, quand je suis arrivée, j'avais pas vraiment de compétiteurs. Okay. Je suis arrivée avec ma business, puis c'était assez unique. Là, j'avais fait ma maîtrise dans le domaine. Donc, et c'est drôle parce que j'ai souvent dit, sur une ligne de départ, quand tu as une nouvelle fille qui arrive, une compétitrice, je me dis toujours, tu as deux choix, ta bitch ou ta bas. Je me suis rarement préoccupée, moi, de mes compétiteurs. Puis mon chum, mon expression préférée, il dit toujours « you do you ». Puis, tu sais, fais tes affaires. Puis moi, j'avais pas beaucoup de compétiteurs quand j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en ai vraiment beaucoup. Je trouve ça très ingrat des fois parce que moi, je suis comme, c'est pas des compétiteurs, ils savent pas tout ce que je fais, puis ils sont pas aussi compétents que nous autres, mais le client, tu sais, pense que c'est un compétiteur, tu sais, pour dans leur tête à eux autres. Puis je continue de croire que ben moi, j'ai toujours innové, j'ai toujours été en avant du train. Fait que ma job, c'est de focusser sur mon entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis je regarde pas vraiment ce que le compétiteur fait. Je réagis pas à ça non plus. Je suis une fille d'idées. Fait que je continue de miser sur ça. T'sais. Tu regardes ce qui se fait. Je suis consciente, mais je m'en fous pas mal. Ça va pas impacter ça va être quoi ma prochaine étape. C'est un peu comme une bougie d'allumage. Ouais. Quand tu as été... il y a un article sur toi au niveau de l'Université de Sherbrooke. Oui. Tu as reçu une reconnaissance. Oui. Puis dans l'article, c'est mentionné qu'au collégial, dans l'équipe de basket, tu étais surnommée la bougie d'allumage de l'équipe. Oui. En fait, c'était pas au cégep. J'avais fait l'équipe de Québec. Je pense que j'étais en secondaire 4. Oui. L'été de secondaire 4. Puis ça a été, je pense, un de mes moments où, justement, l'effort a été récompensé. La coach, elle avait fait un camp de sélection au début de la saison, au printemps. On est à Montréal. On fait des tests physiques. Et elle nous remet un programme d'entraînement. Puis elle dit, on refait les tests physiques dans un mois. Puis on continue le camp de sélection pour faire l'équipe. Moi, je ne l'avais pas fait l'année d'avant. L'équipe, il y avait des point guards qui étaient là, qui étaient honnêtement meilleurs que moi. Et moi, comme une cinglée, parce que l'effort est une des valeurs très présentes chez nous. Tu sais, mon père était du genre à dire, pendant que vous pratiquez pas, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de pratiquer. Fait que tu comprends? C'était assez... Fait que moi, ben, le programme d'entraînement, je l'ai fait peut-être le double. Tu sais, il fallait courir, faire des redressements assis, des push-ups, des choses. Fait que j'arrivais à mes tests physiques, puis moi, j'avais vraiment comme augmenté mes performances dans chacun des tests physiques. Et vraiment... flabbergastée, j'entendais des filles qui disaient qu'elles n'avaient pas fait la moitié de ça. Moi, tu sais, j'en revenais pas, là. J'étais que, voyons donc, c'est l'équipe du Québec. J'étais vraiment choquée de ça. Et quand j'ai fait l'équipe, Chantal, la coach, elle a vraiment, pour elle, c'était une valeur qui était importante. Puis elle a coupé la point guard de l'année d'avant, puis elle a dit, prenez rien pour acquis. Puis, tu sais, c'est une valeur qui est importante pour nous. Quand je suis arrivée,
on jouait contre des filles de 6 et 2 qui pesaient le double de mon poids, tu sais. Puis il y avait Kayla qui était là, une super athlète, je me rappelle, elle était vraiment bonne point guard. Donc moi, je n'étais pas sur Starting Five et tout ça. Puis Chantal, elle me disait tout le temps, Sarah, quand je te mets sur le terrain, tu changes de momentum, t'es ma bougie d'allumage. Fait que ma job, parce que j'étais super intense à la défensive, c'est de changer le momentum de la game, de stealer une balle, tu sais, de tourner, puis une fois que c'était fait, elle me remettait sur le banc. Fait que ça a toujours été ça, c'est ça. Être une bougie d'allumage, changer un peu le momentum, amener l'intensité, rassembler les troupes. Donc, Avoir sa job, avoir son rôle dans c'est l'équipe. parfait, tu sais, à un moment donné, je veux dire, est meilleur que moi, tu sais, à un moment donné, puis c'est la même chose que je dis à mes filles dans le sport, ça, c'est le sport d'équipe. Après ça, j'ai fait du sport individuel. Elles sont plus dans le sport individuel présentement. Puis je leur dis, vous n'avez pas le contrôle sur la performance des autres, là. Puis, tu sais, je leur dis aussi, vous êtes très jeunes. Tu sais, donc, ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est juste, tu sais, c'est le ski. Fait qu'il faut juste skier puis avoir du fun, là. Puis après ça, on ne peut pas prédire l'avenir, là. Puis on ne peut pas prédire la performance des autres non plus. Fait qu'on focus sur donner tout ce qu'on a puis avoir du fun, tu sais. Fait que... C'est pas mal dans mes valeurs. Ouais. C'est une chose que je disais à mes athlètes plus jeunes, c'est on fait tellement de courses dans l'année ou dans notre vie qu'on peut pas être parfait à chacune. Ça peut pas toujours bien aller, tu sais. Puis, sans tomber dans les résultats, se concentrer sur la performance. J'ai une situation à peu près pareille que la tienne. Ma plus belle performance, ben, j'ai fini deuxième. J'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Par rapport à toi? Moi, c'est ma plus belle performance. Puis mon meilleur tir, je m'en rappelle pas. Tellement, tu sais, au biathlon, on tire les cibles. Si on en manque une, on fait une loupe de pénalité, un tour de pénalité de 150 mètres. Mais quand... Puis ça se situe à la fin du chantier. Mais quand je me suis levé, puis j'ai passé à côté de la loupe, je me suis dit, faut-tu que je fasse des loupes ou non? J'étais tellement dans le moment présent. Ouais. C'est une super belle performance. Oui, j'ai tiré 55 sur là-dessus. Je ne me rappelle même plus c'était quoi mon résultat de la course. Ouais, c'est le feeling, là. Fait que je pense que se rappeler on se rappelle plus de nos performances que nos résultats. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, être dans la zone, là, avoir ces moments-là, là, tu sais, de grâce, là. Puis avoir été dans son plein potentiel à un moment donné, je pense qu'en effet, c'est ce qui crée les meilleurs souvenirs. Y a-tu un moment dans une game que tu as embarqué sur le jeu, puis comme tu t'en rappelles encore aujourd'hui? Bien, je pense que c'est jeune. C'était en secondaire 5 parce que moi, mon père, il vient d'Amos, en Abitibi, puis le championnat provincial, tu sais, c'était pas des D, là, c'était juvénile 3 dans le temps. Il était à Amos. Puis on était dans le mini-gym de la polyvalente de la forêt, je me rappelle. Puis, tu sais, moi, toute ma famille était là, mes oncles, mes tantes, tout ça. Puis on avait gagné, là, tu sais, quand même solide. Là, on avait gagné. Puis le gym était tout petit. Puis tout le monde pleurait, tu sais. Et on avait gagné. Moi, j'allais au séminaire Saint-François. C'était la première bannière féminine qui était gagnée, tu sais, je venais le 3 au SSF. Puis ça a été vraiment un moment, mais... C'est ça, tu sais, le basket, ça reste un sport d'équipe. Fait que c'est pas tant dans mes performances que la vibe d'équipe qui s'était passée, tu sais, à ce moment-là, qui vraiment crée des bons souvenirs. Puis au niveau de la course, ben c'est ça, c'est un sport individuel. Fait que, puis tu sais, aujourd'hui, je fais de l'ultra-trail, puis j'en ai encore des courses que... Pour vrai, j'ai des courses, des fois, je finis, là, je regarde mon chum à ligne d'arrivée, puis je suis comme, pourquoi donc je suis ici? Pourquoi je fais ça? Puis j'en ai d'autres, ça a super bien été. Puis écoute, faut croire que je suis un peu maso parce que je continue quand même de m'inscrire 3 à semaines des après, courses, tu rajoutes là. un autre Ben dossard. oui, c'est le lendemain, là, tu sais, c'est tout le temps ça, là, mais ouais. Puis après ta carrière sportive, mais pendant l'université, tu as étudié. Ouais. Tu faisais pas juste courir. Je faisais pas juste courir, ouais. Tu as fait ton bac en kin. En kin? Ouais. Puis après ça, tu as fait une maîtrise dans un terme que... Ouais. C'est la première fois que j'entends. La kinanthropologie, c'est ça? Ouais. Dans le fond, c'est la kinésiologie. Là. Okay. C'est juste comme le terme. Je pense qu'au deuxième cycle, on tombe dans la kinanthropologie. Puis en fait, c'est quand même interrelié parce que vu que j'avais commencé l'athlétisme à ma deuxième année de bac, il me restait des années pour faire encore de l'athlétisme puis du cross-country. Mon chum, il n'avait pas fini son bac. Mes amis étaient dans l'équipe. Fait que j'ai dit, bon, je vais continuer à étudier. Là, moi, j'ai encore des années d'éligibilité pour pouvoir être dans le vert et or. Donc, dans le fond, j'ai fait mon bac. Puis ensuite, je suis allée en communication une session parce que je pensais m'orienter vers la communication pour la maîtrise. Puis je suis revenue en kin et j'ai parallèlement fait un DESS en exercice thérapeutique et j'ai commencé une maîtrise en kinanthropologie
Au départ, petit clin d'œil à Blaise, je faisais ma maîtrise sur la prévention des blessures à la course à pied. Et j'ai des amis qui sont devenus enceintes, des amis du bac. Et on jasait, puis là, on était comme, crème, on n'a rien vu finalement dans le bac, tu sais, sur l'activité physique durant la grossesse et postpartum. Puis là, il me disait, hey, je pense qu'on peut pas courir premier trimestre. Et là, j'allais voir mon directeur de maîtrise, puis j'ai dit, c'est une maîtrise type cours, là, vraiment une revue littérature, je n'étais pas dans un projet de recherche. J'ai dit, je pense que j'aimerais réorienter mon sujet, puis j'aimerais ça que ça soit en lien avec la maternité. Donc, mon sujet, là, il est long de même, c'est l'approche du kinésiologue, kinésithérapeute, parce que je faisais mon DESS en même temps, sur la prévention des douleurs au dos et au bassin durant la grossesse. Et c'est durant cette maîtrise-là, je travaillais dans une clinique de physio aussi, et le propriétaire il a commencé, je louais un petit bureau, puis j'ai commencé à travailler justement avec des femmes enceintes et des nouvelles mamans. Puis là, vraiment, mon champ d'expertise a vraiment ouvert. Et là, je comprenais un petit peu plus le corps de la femme au courant de la maternité. Et ce que j'apprenais était vraiment pas en cohérence avec ce qu'on disait aux femmes. Donc, on était complètement dans deux champs au niveau de la science et au niveau des recommandations qu'on donnait aux femmes. Sur le terrain. Et c'est vraiment, tu sais, une question de circonstances. Moi, j'avais vraiment hâte de devenir maman. Donc là, mon chum était comme, je peux-tu finir mon bac, s'il vous plaît? Fait qu'il a fini son bac, je tombe enceinte. Et là, j'avais fait une formation, en fait, en yoga prénatal. Durant ma grossesse, je voulais en connaître plus. Ça me passionne, le corps, puis je voulais en connaître plus. Donc, j'ai voulu accoucher en maison de naissance. Là, mes parents ne connaissaient pas ça. Là, j'ai amené ma mère avec moi. On a fait une formation d'accompagnante à la naissance. Donc, j'ai eu encore plus de connaissances au niveau hormonal, vraiment plus poussé. C'est vraiment pendant ma grossesse que l'idée est venue de dire, crime, ça n'existe pas un centre d'entraînement fonctionnel pour les femmes enceintes et pour les nouvelles mamans, un lieu où on va les éduquer, on va leur parler de leur corps, on va leur expliquer qu'est-ce qui est pertinent de faire durant la grossesse et à partir de 2 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire, puis juste les éduquer, parce que personne ne les informe sur leur propre corps, ce que je trouvais quand même aberrant. Donc, ma fille est née 4 mois après. On était encore à Sherbrooke. 4 mois après, je suis revenue. Je viens de Québec. Je suis revenue à Québec. Puis, écoute, ça a été toute une aventure. Là. Mon premier congé de maternité que j'avais pas. J'avais même plus d'RQAP rendu en septembre. Heureusement, mon chum s'est trouvé une job, mais ça a pris 8 mois, pas de salaire, à partir ma patente avec ma mère. Puis, Bougeotte a ouvert au mois de mai. Ouais, 2012. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Comment t'as parti ça? As-tu commencé avec... t'avais l'idée... Est-ce que t'avais une idée de base pour partir, j'imagine? Dans le fond, moi, je voulais vraiment un centre d'entraînement fonctionnel. C'était ça. Je me disais, OK, à ce moment-là, qu'est-ce qui existe? C'est des cours avec poussette pour les mamans et du yoga prénatal puis de l'aquaforme. Puis là, je me disais, voyons, il y a d'autres manières de s'entraîner. Donc là, moi, je comprends qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, qu'est-ce qui est pertinent ou non, c'est quoi les faiblesses du corps avec les changements hormonaux, les changements de posture durant la grossesse, qu'est-ce qui est pertinent à entraîner. Tu sais, j'étais kinésithérapeute aussi. On fait de l'évaluation posturale, on prescrit des exercices. Fait que c'est comme si... C'est un peu une approche physio en cours de groupe, tu sais, dans le sens que moi, je crée mon protocole. Là, tu sais, on vient d'accoucher, qu'est-ce qui est pertinent à faire, c'est quoi la progression, la quantification du stress mécanique. Là, ça, c'est le terme de Blaise, mais bon, c'est pas le terme qu'on utilisait, mais ça reste que c'est la progression du stress qu'on engendre sur les tissus. Donc, vraiment, tu sais, moi, je suis une fille qui est comme... Je suis pas une suranalytique, là.
Donc, il faut comprendre que la première année de Bougeotte et Placotine, là, je faisais mes plans de cours sur le coin de la table. Là. Puis après ça, tu sais, je n'étais pas organisée comme aujourd'hui. Je prenais pas de vacances. En fait, mes vacances, c'était comme rattraper mes courriels. Tu sais, c'était... Puis je bâtissais ça au fur et à mesure. Et dès qu'il y avait une personne qui voulait venir travailler pour moi, j'étais comme, mon Dieu, merci tellement de venir, de vouloir venir. Puis ça l'a bien répondu. La clientèle était au rendez-vous. On répondait. Un besoin. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a un besoin? Je pense qu'il y avait un besoin. Puis c'est ça. J'ai des clients qui sont encore mes amis aujourd'hui. C'est mes premières clientes. Tu sais. Parce que c'était ouvert en 2012. Tu étais enceinte, si mes calculs sont bons, 2010-2011. 2011, oui, c'est ça. J'ai accouché en 2011. Ma fille avait 1 an, un petit peu plus qu'1 an quand j'ai ouvert. Ouais. Puis là, je vais fast-tracker un peu. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu vois dans le milieu, est-ce que tu perçois que les femmes sont un peu mieux éduquées? Et ça a complètement changé. Ça a changé. Au privé. T'sais, on va dire, là, les médias sociaux, ça aide, des fois ça nuit, mais on en parle plus, c'est ça qu'on va dire. Les visios périnéales n'existaient à peine là, quand moi j'étais là. Je les connaissais, on était 3 ou 4. Moi, j'étais toute seule kid, mais je collaborais avec 3 ou 4 physio-périnéales. Ça commençait justement. Il y avait un programme de 2e cycle, un peu où il y avait aussi au privé que les physios pouvaient aller se former. Mais moi, j'avais des médecins dans mes cours et là, je les éduquais parce qu'ils n'avaient pas vu cette matière-là. Encore aujourd'hui, il ne va pas, là, ça dit en passant. Et bien là, j'allais dans leur clinique. Encore aujourd'hui, je fais ça. Je vais offrir gratuitement une petite conférence sur les nouvelles recommandations d'activité physique pré- et postnatale. Donc là, c'est sûr que le bouche-à-oreille, là, il y a des compétiteurs qui se sont installés, il y a des gens qui offrent un peu plus de services. Donc, je pense que l'accès à l'information, je ne dis pas qu'elle est toujours bonne par contre, mais est quand même facilitée. Par contre, je pense que vu que c'est encore tout ça, c'est privé, c'est pas vrai que toute la population a accès à cette information-là ou à des services. Là. Ça, c'est quelque chose que, même si j'ai une entreprise privée, pour moi, la mission, ça a toujours été d'éduquer un maximum de femmes sur leur propre corps. Puis ça, c'est pas encore réglé. Là. C'est pour ça que je m'implique beaucoup avec même des podcasts, mais même des programmes publics, des fois, d'essayer de m'impliquer. Il y a un nouveau projet dans un hôpital. J'essaye, je parle aux médecins, mettons, aux CHUL. Quand il y a des nouvelles études, je leur pousse. J'essaie vraiment de faire ma petite tout ce que je peux pour comme, essayer d'influencer puis de dire au système public que ça n'a pas de bon sens, que les femmes n'aient pas accès à ça. Donc, c'est ça. C'est pas fait, mais je continue d'essayer. Je te donne une chance, là, une belle plug. Si jamais il y a des médecins ou des OB-GYN, des médecins familiales qui veulent être ajoutés à ta liste d'envoi, comment ils font? Ben là, il faudrait juste qu'ils m'envoient un courriel via mon site web. Ça serait vraiment pas compliqué, là, ou même sur Instagram ou genre, ils me trouvent sur Facebook. Puis en fait, souvent, c'est qu'il manque de temps, mettons, au CHUL, j'ai quand même vraiment... Au CHUL, j'ai une des gynécos qui est là, que je joue avec elle au Cégep Sainte-Foy. Fait que, elle a quand même confiance en moi aussi, dans mes compétences et tout ça. Puis, elle va, une fois de temps en temps, aux 2-3 ans, elle est comme, OK, Sarah parle à une telle, puis là, je vais aller donner une formation, puis aller chercher les gens à distance et tout ça, puis je vais informer les infirmières. Puis, dans le fond, je plug même pas mon entreprise. Là. Je suis vraiment là avec mon chapeau de kinésiologue, experte en périnatalité, juste parce que j'aimerais ça que le discours soit le même aux mères, comme partout. C'est là qu'on n'est pas encore rendu. Tu sais que j'avais même écrit au Collège des médecins pour dire comme « Allô, mettons, c'est quand dans le cursus des médecins de famille qu'on entend parler des recommandations d'activité physique pré-postnatale? » Puis il m'avait dit « Parle aux universités. » Puis là, j'avais comme envoyé un courriel à certaines universités. Puis là, il était comme « Ouais, non, tu sais, on n'en parle pas vraiment dans le cursus. » Fait que, tu sais, c'est pas la faute des médecins, là. C'est juste que ça fait pas partie de leur cursus scolaire, tu sais. Donc, c'est vraiment comme médecins dépendants, s'ils ont de l'information, s'ils vont s'éduquer sur ce sujet-là. Fait que c'est ça que je trouve dommage un peu. Hein. Tu sais, la santé de la femme, c'est comme s'il y a pas tant... Ça rentre pas tant dans le cursus. Et il y a des choses plus, moins préventives qui prennent la place maintenant. Un peu comme la nutrition. Ben oui, c'est ça. Il y en a déjà beaucoup, puis on est plus dans le curatif que dans le préventif. On voit que tes efforts, t'es encore aujourd'hui... Je suis une fervente courriel au Collège des médecins. Mais moi, c'est ça. Moi, genre, je pense pas. Là. Ils me répondent ou ils me répondent pas, c'est pas grave. Là, je l'essaye. Le nombre de courriels des fois que j'envoie pour venir sur le podcast et qu'il me reste sans réponse. Là. Je veux qu'on tombe dans le crunchy. Ouais.
Je ne sais pas encore ça va être quoi le titre de l'épisode, mais je pense que les auditeurs, cet épisode-là va sûrement avoir beaucoup d'auditrices aussi qui sont peut-être enceintes ou qui viennent d'accoucher ou qui veulent tomber enceintes, puis qu'ils veulent le crunchy. Ouais. Je vais commencer avec une question très basique, puis on développera par la suite. Est-ce que c'est sécuritaire de faire du vélo puis de la course à pied quand tu es enceinte? Bon, en fait, l'important, c'est de connaître, mettons, c'est quoi les risques, puis comment ça se situe, puis après ça, c'est le choix de chaque personne de le faire. Donc là, on va commencer avec la course à pied. Tu sais, il n'y a aucune étude qui va dire que courir augmente les risques de fausses couches, d'accouchement prématuré ou quoi que ce soit. Tu sais, la course, c'est un sport, on le sait, faible impact, tu sais, ou modéré, là, en tout cas, c'est pas clair au niveau de la science, ça dépend des études. Mais tu sais, dans le fond, au niveau du fœtus, là, à moins d'avoir une condition particulière, tu sais, des contre-indications relatives ou absolues qui font un suivi au niveau du médecin, c'est vraiment pas un sport qui est contre-indiqué durant la grossesse. Au contraire, l'enfant, c'est un sport qui permet d'augmenter au niveau cardiovasculaire, travailler au niveau de la musculature. Je pense que le bémol, c'est toujours au niveau du plancher pelvien. Est-ce que ça crée trop d'impact? Mais en fait, ça dépend du plancher pelvien de chaque femme. Donc, il y en a qui vont avoir des muscles qui sont suffisamment forts pour tolérer la course à pied. Puis, il y en a d'autres que non. Il y en a qui vont avoir des douleurs ligamentaires. Donc, c'est d'écouter les symptômes puis d'ajuster finalement son entraînement. Mais la course à pied, il n'y a vraiment aucun lien là, négatif avec le développement du fœtus puis la course à pied. Puis, on est toujours aussi en train de parler de zone d'entraînement, c'est-à-dire qu'on commence à étudier les femmes qui font de la très haute intensité. À date, tout va bien. Les études sont souvent dans le 2e, 3e trimestre. Et c'est pas même de la très haute intensité, le fœtus ne sera pas affecté négativement non plus. Puis là, on va se le dire, pour maintenir un entraînement au-delà de 90 % de la fréquence cardiaque maximale pendant plusieurs minutes, il faut être vraiment une grande athlète. Et là, tu es enceinte. Puis il y a eu. Au 3e trimestre, faire des intervalles. Il y a eu des études, c'est ça, qui ont été faites en suivant des coureuses professionnelles. Puis ils ont juste observé comment ils adaptaient leur entraînement durant leur grossesse par elles-mêmes. Puis on voyait que naturellement, il y avait une diminution au niveau de l'intensité parce qu'il y avait plus de fatigue, peut-être des inconforts. Puis, tu sais, ils gardaient quand même un volume qui était le même. Puis, ils arrêtaient. Puis après, le postpartum, ils recommençaient progressivement. Puis, il y en a même qui avaient améliorer leur performance sportive. Il y en a qui ont eu certaines blessures. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est du RED-S? On ne sait pas, c'était pas détaillé. Mais naturellement, il disait qu'au point de vue mécanique, bien, c'est ça qui poussait souvent à arrêter un peu les intervalles, à faire du cross-training. Donc, tu sais, il n'y a pas d'inquiétude. Puis je pense que s'écouter, s'entourer de professionnels, si on a des doutes, tu sais. Mais bref, mettons, le fœtus, c'est pas en danger là, quand on court. Après ça, le vélo, c'est une autre chose. Là, mettons, je ne parlerai pas de vélo stationnaire, qui n'est vraiment pas à risque. Dans le fond, dans les recommandations d'activité physique qui sont sorties, là, le guide en 2019, on a encore une section qui est recommandations, puis éviter les sports où il y a des risques de chute ou d'impact. Et là, je ne parle pas d'impact au sol, là, je parle d'impact entre des personnes. Par exemple, jouer genre soccer, basket, sport de contact. Et la raison, en fait, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être plus de risques de décollement placentaire qui pourrait causer une hémorragie. Donc, le vélo, mettons, il y a peut-être plus de risques de chute en vélo qu'à la course à pied, par exemple. Puis, quand on court, on ne va pas à la même vitesse qu'en vélo. Donc, l'impact serait probablement moindre en ski de fond qu'en ski alpin, si on tombe. Donc, c'est une question aussi de vitesse. Donc, la force d'impact va être différente. Bien entendu, c'est une question d'éthique. On ne va pas mettre des femmes enceintes en ski alpin puis voir quand ils tombent, c'est des décollements placentaires. Donc, ce sont des recommandations très, pas beaucoup étudiées, mais là, on est vraiment dans la cohérence puis la logique. Même chose pour le vélo de montagne. C'est quand même un sport où les chutes sont quand même élevées. Et après ça, je pense que c'est d'être en conséquence, en conséquence de cause. Ça se dit ça? On dirait que... Connaissance. Il me manquait un mot. Connaissance de cause. Puis après ça, bien, quand on connaît l'information, c'est un libre choix. Moi, mon travail, c'est de donner... Parce que je me suis déjà fait reprocher de dire « Hey, là, moi, je fais du vélo de montagne, là, t'écris ça dans un blog, là, ça fait que les gens me regardent croche. » J'ai dit « Ben là, moi, je fais partie de la Fédération des kinésiologues. Moi, j'ai ces connaissances-là avec un guide de recommandations suivi de méta-analyse. Et mon rôle, c'est de donner la bonne information. Toi, tu fais ce que tu en veux. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur ce que tu fais. Genre, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton choix. Là. Donc, je pense que c'est ça. Donc,
je vais pas dire le vélo est dangereux, je vais dire, ben les sports où il y a plus de vitesse et des risques de chute élevés, il y a plus de risques. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que je réponds bien? Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est un bon gabarit pour que n'importe quelle femme qui est enceinte puisse prendre sa décision. Oui. Puis il y a une différence aussi en se promenant à vélo, puis aller faire du vélo de route au printemps quand les rues sont pas nettoyées. Donc, tu sais, je pense que... Puis, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, je me suis cassé l'humérus en rentrant dans une voiture stationnée en faisant du vélo de route. Puis, je me suis déjà vraiment éraflée en tournant. Donc, tu sais, je prendrais pas ce risque-là parce que déjà, je suis gaffeuse. Puis, fait que moi, je faisais pas de vélo de route enceinte. Par contre, j'ai fait du ski de fond toute ma grossesse parce que je considérais que la vitesse à laquelle j'allais, si je tombais, il n'y avait pas beaucoup d'impact sur mon placenta. Mais, soit dit en passant, aussi, on peut lever un sac d'épicerie et avoir un décollement placentaire. Donc, tu sais, c'est encore une fois des recommandations parce qu'on n'a pas d'informations si valides. Donc, c'est... Et même, là, il y a une bonne chercheuse kinésiologue en Alberta et elle a fait une étude avec des joueuses de soccer professionnelles. Puis, tu sais, dans un souci de dire, hey, on veut pas les déconditionner, là, ces femmes-là, durant la grossesse, on veut qu'elles gardent des skills dans soccer. Des fois, elles sont sponsorisées, tu sais, ils font partie, c'est ça, c'est leur travail. Donc, elle a suivi. Puis, l'objectif, c'est qu'elle leur permette de continuer à s'entraîner le plus longtemps possible. Mais quand même, les recommandations, c'est qu'à partir de 12 semaines, là, tout ce qui était jeux 2 contre 2, contact, tout ça, on l'évitait. Elle ne peut pas, elle, comme chercheuse, dire allez-y donc voir ce que ça va donner. Donc, je pense qu'on va rester un petit peu dans cette incertitude-là pour toujours. Parce qu'on n'a pas... ça va être difficile d'avoir des preuves vraiment... c'est ça, vraiment conscientes. Au niveau de la durée de l'entraînement, ouais. sais-tu de quoi que... Bon, ben, il y a un gabarit aussi pour au niveau de la semaine. Est-ce que... Comment on peut se baser on là-dessus? recommande. Les recommandations pour pouvoir avoir un maximum de bienfaits, là, c'est de la pratique d'activité physique durant la grossesse pour la mère et le fœtus. On dit une intensité modérée ou un petit peu plus élevée, un minimum de 150 minutes réparties sur 3 jours. Musculation, cardiovasculaire. Là, on étudie, voir si on fait plus de minutes des entraînements. Est-ce qu'il pourrait avoir des bienfaits? Est-ce qu'il peut avoir des risques? À date, il peut avoir même des bienfaits, une facilité. Mais ça a été fait avec une petite cohorte, un petit échantillonnage. Je suivais, entre autres, des ultra-trailers, des choses comme ça. Puis, justement, on en parlait ce matin, puis j'étais comme, OK, mais je pense pas qu'on peut faire une corrélation avec plus de minutes et directement, ça facilite l'accouchement. Je me disais, là, tu prends des ultra-trailers qui ont une relation avec la douleur qui est quand même différente de la population générale. Ils ont aussi une endurance, sont aussi en forme, tu sais. Mais du moins, on voyait qu'il n'y avait pas d'effet négatif à s'entraîner davantage. Il y a toujours un petit bémol souvent dans les études en disant le premier trimestre, plus que 7 à 10 heures par semaine, peut-être ça pourrait augmenter les risques. Mais c'est pas fondé. Peut-être ça prendrait plus d'études, genre. C'est pas mal ça. Donc, au niveau de la durée, il n'y a pas d'effet négatif là, qui ressortait nécessairement d'en faire plus. Encore une fois, il pouvait dire qu'il y avait un risque de diastase, mais j'ai l'impression qu'il faudrait aller plus loin. Est-ce que c'est vraiment le nombre de minutes comme tel ou le profil de l'athlète? Parce que c'était une petite cohorte. L'autre chose, c'est qu'au niveau des intensités, on s'intéresse beaucoup à faire de la très haute intensité pour pouvoir offrir aux femmes enceintes une possibilité de s'entraîner peut-être moins longtemps à haute intensité. Fait que c'est peut-être plus facile à rentrer dans son horaire. Et ça, il y avait des effets qui parfois pouvaient être positifs, surtout pour les femmes qui peuvent avoir du diabète gestationnel, un surpoids important, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y avait pas nécessairement comme un effet si positif par rapport à un entraînement continu. Puis ça pouvait juste être peut-être à éviter si on voyait qu'il y avait des retards de croissance au niveau du fœtus, mettons, de peut-être pas aller dans la très haute intensité. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, il n'y a aucun problème de faire des entraînements d'intervalle durant la grossesse si c'est ce que la femme enceinte veut faire. Je pense qu'il faut vraiment délimiter 2 choses. Il y a ce qui est dangereux pour le fœtus. Il n'y a pas beaucoup de choses qui est dangereux. On en a parlé, les impacts, les chutes. On a les femmes qui n'habitent pas en très haute altitude, aller au-delà de 2500, ils ne sont pas acclimatés, il peut avoir des enjeux au niveau de la pression. Même chose en apnée. Puis sinon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres contre-indications au niveau du fœtus. Après ça, moi, mon travail, c'est de dire qu'est-ce qui est pertinent pour le corps de la femme enceinte et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple,
une femme qui fait du CrossFit, il n'y a pas de danger pour le fœtus si elle continue de faire son CrossFit. Par contre, elle continue de faire son CrossFit, elle ne diminue pas ses charges. Là, on voit que ses abdominaux sont moins forts qu'avant, sont étirés, son plancher pelvien est un peu stressé, elle a une moins bonne gaine abdominale. Donc, est-ce que... Et là, je vois qu'il y a des compensations. Moi, j'ai pas vraiment qu'elle continue à faire du CrossFit, mais si je vois que son mouvement il est mal fait, bien là, je vais lui demander de diminuer ses charges, par exemple, puis de se focusser sur le bon mouvement pour éviter les blessures, de la faire écouter ses symptômes. Est-ce que tu sens une lourdeur? Est-ce que ça cause des fuites? Des choses comme ça. Donc, c'est de toujours respecter le corps de la femme, à ne pas mélanger avec qu'est-ce qui est réellement dangereux pour le développement du fœtus. Puis, moi, de la manière que je le vois, de la manière que tu l'as expliqué, puis ma compréhension, c'est le corps de la femme, juste, est-ce que tu fais l'exercice correctement sans risque de blessure, même si tu n'étais pas enceinte? Exact. C'est ça. En tant que kiné, t'es bien c'est blessé pour faire ça. Exactement. Puis, tu sais, il y a l'autre chose, la dernière chose là, que je viens de penser des contre-indications un peu, c'est qu'il faut faire attention à toute l'hyperthermie au premier trimestre. L'hyperthermie. Oui. Donc, par exemple, il fait 38 degrés. On n'est pas acclimaté à ça au Québec. Puis, ce serait peut-être pas le moment, quand tu es enceinte, d'aller faire un entraînement d'intervalle où ta température corporelle pourrait être vraiment augmentée. Puis, tu as de la difficulté, justement, à évacuer la chaleur, un petit peu plus aussi quand tu es enceinte. Bien là, c'est dans le premier trimestre, c'est le développement neural du fœtus. Donc, on dit de faire un peu attention à ça. Fait que c'est pas nécessairement les intensités qui sont dangereuses. Tu sais, ça va être plus l'altitude, les impacts, une hyperthermie, des choses comme ça. Puis, en effet, tu sais, comme kinésiologue, on veut toujours que les gens fassent des bons mouvements de qualité quand ils s'entraînent. Puis là, bien, on est conscient que durant la grossesse, il y a certains muscles, le système ligamentaire, tissu, au niveau hormonal, au niveau changement postural, qui sont plus mis au défi. Donc, il faut adapter. Fait que, tu sais, c'est un peu... Je pense que les femmes enceintes qui nous écoutent, je pense qu'il faut qu'elles s'écoutent puis qu'elles comprennent un peu comment s'observer pour éviter des blessures ou des problématiques en lien avec le plancher pelvien. Si elles font un mouvement qui crée une fuite, ben c'est peut-être que là, c'est trop de charge ou c'est trop important pour la capacité de leurs muscles. Donc, le problème, c'est pas que la course m'a causé des fuites, c'est bien là, peut-être que présentement, la course, c'est trop demandant pour ta structure ligamentaire et musculaire pour la demande, finalement. Fait que c'est peut-être pas ce niveau-là ou ce sport-là que tu devrais faire présentement. Là, j'essaie de me mettre à la place d'une femme enceinte, là, ce qui est vraiment pas facile pour un homme. Mais de la manière que tu l'expliques, tu me diras si je me trompe, mais c'est comme si une femme enceinte n'a pas son corps qu'elle avait quand elle n'était pas enceinte. Il y a des changements physiologiques importants. Physiologiques. Donc, c'est comme tu as à réapprendre un nouveau corps. Oui, toi, ben, Sarah, tu faisais du deadlift à 150 livres quand tu n'étais pas enceinte. Mais là, tu es enceinte, lever 150 livres, ben, c'est différent, là. C'est ça, c'est différent. C'est pas la même chose. Exact. Fait qu'il faut que tu t'écoutes, comme tu mentionnais, tu t'écoutes pour comprendre c'est quoi ton nouveau corps. Oui. Puis là, j'imagine qu'il doit changer à peu près aux semaines ou aux mois. Oui, puis tu sais, dans le fond, c'est sûr que les nouvelles recommandations, c'est la première chose que tu as fait du sport que tu n'as jamais fait, que tu en as fait, c'est fais de l'activité physique. Que ce soit sédentaire, que tu aies des problèmes de santé, peu importe, c'est la première chose. On sait qu'il y a plus de bienfaits à bouger que de contre-indications. Fait que moi, c'est sûr que mon message aujourd'hui, c'est comme, je veux pas que personne enceinte ait peur de bouger. T'sais, ça, c'est quelque chose qui peut-être a été entretenu aussi. Faut pas penser que le corps de la femme enceinte est si fragile que ça non plus. Là. Hey, je veux dire, à un moment donné, l'humain est sur Terre depuis longtemps. Donc, et en effet, le corps change. Puis des fois, il va même avoir là, des chutes au niveau hormonal, là, des pics qui vont se passer. Puis c'est comme, mon Dieu Seigneur, il me semble que ça allait bien. Puis tout d'un coup, je me sens comme une guenille, tu sais, ou mon ventre qui a vraiment popé rapidement. Ou crime, là, j'ai des douleurs ligamentaires qui sont apparues. Donc, en effet, la grossesse, c'est comme une adaptation. Puis je dois dire que c'est pas comme ça pour tout le monde. Tu sais, j'entraînais une fille enceinte, elle était dans un groupe de mamans, puis elle est à son 3e enfant, elle est forte, étonnée, qu'elle lève des poids encore. Tu sais, elle a un essoufflement, ce qui est normal, mais sinon, elle n'a pas nécessairement beaucoup de douleur. Donc, c'est pour ça que c'est pas, tu sais, une réponse pour tout le monde. C'est vraiment, chaque corps est unique, chaque grossesse est unique, puis c'est de le comprendre pour pouvoir s'adapter, tu sais. Mais
C'est ça. Des fois, je fais vraiment le parallèle avec des athlètes qui se blessent aussi. Là. On adapte l'entraînement selon la blessure. Ben, c'est ça qu'on fait, dans le fond. La réhabilitation. C'est ça. Moi, j'ai juste essayé de créer un petit protocole de retour à l'activité physique en postnatal parce que scientifiquement, ça n'existait pas. Puis, c'est ça. Cliniquement, on teste ça, puis ça fait 14 ans que ça va bien. Là. Ben, tu as fait un super beau tremplin parce que toutes les études, j'ai un autre épisode, là, si je ne me trompe pas, c'est 21, avec Caroline Vienne, qui est une kinésiologue. On a parlé un peu de la santé de la femme face à l'entraînement. Toutes les études démontrent que, tu l'as mentionné aussi, être active, ça l'aide à la grossesse et à l'accouchement et au retour. Mettons que j'étais pas active avant, puis que je commence à être un peu active. C'est quoi les bienfaits d'être active pendant la grossesse, puis après la grossesse? Oui, bien c'est sûr que là, moi, je parlais aussi beaucoup de l'impact psychologique. Là. C'est incroyable comment être actif durant la grossesse, ça diminue les risques de symptômes dépressifs, d'anxiété. Fait que ça, c'est quand même quelque chose, on sait que c'est stressant, là, être enceinte pour la première fois. Là. C'est un décalage, c'est nouveau, on connaît rien, c'est épeurant, on n'est jamais vraiment prête à ce qui va arriver, on le sait pas, on va avoir des nausées. Moi, je me rappelle ma première grossesse, j'étais tellement frue, j'ai appelé mon amie Ariane, j'étais là, Ariane, viens donc, je suis même pas capable de fonctionner, j'ai mal au cœur sans arrêt, tu sais, on n'est jamais prête à ça, fait que c'est déjà beaucoup d'adaptation, fait que l'activité physique, aide au niveau psychologique aussi à passer à travers toute cette anxiété puis ce stress-là. Après ça, il y a une série de bienfaits au niveau du fœtus. Diminuer les risques de problèmes métaboliques, même au niveau du diabète gestationnel, de préclampsie, de macrosomie au niveau du bébé. Après ça va diminuer justement les risques lors de l'accouchement aussi d'intervention médicale, une récupération qui va être facilitée aussi en postpartum. Les bienfaits, là, je veux dire, on pourrait, là, il y en a vraiment, vraiment une série. Puis souvent, je parle beaucoup de l'aspect mental parce que je pense que toi puis moi, là, on ne s'entraîne pas dans la vie parce qu'on veut prévenir le cancer. Tu comprends? C'est rare que la motivation, c'est je vais m'entraîner parce que ça va diminuer mes risques de diabète gestationnel. Je pense pas. Puis c'est pour ça que l'activité physique a son pouvoir toujours. Moi, j'y crois. Je crois qu'on est plus heureux quand on fait du sport. Point. Genre, vraiment, là, je crois à ça. Ben, en fait, tout le monde que je croise qui font du sport sourit toujours. J'ai comme la preuve. Donc, c'est sûr que tout le côté aussi, prendre du temps pour soi, se connecter à son corps, avoir confiance à son corps aussi, penser à d'autres choses, évacuer le stress. Moi, j'ai l'impression que ça, concrètement, c'est ce que la femme enceinte va avoir comme répercussion si elle se met en activité physique. Plus que, ça va faciliter mon accouchement, genre. J'ai l'impression qu'elle va vraiment vivre des bienfaits dans son quotidien de bouger durant sa grossesse. L'entraînement, le sport, on va prendre l'entraînement en salle, là. Quand tu es en train de lever des poids, tu fais une série de bench, tu fais un pull-ups, tu fais des redressements assis. C'est rare que tu penses à ton souper. Oui. Tu es pas mal dans le moment présent. Exactement. Oui. Puis je pense que toute l'incertitude autour de la grossesse, comment ça va se passer, je pense qu'en effet, se connecter à soi puis faire de l'activité physique, ça l'a vraiment... c'est démontré, c'est ça. Ça diminue le stress puis l'anxiété. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Puis, honnêtement, il y a une motivation extrinsèque chez les femmes enceintes qui étaient sédentaires. C'est aussi de dire, je vais le faire pour mon bébé. Tu sais, ça, c'est quand même présent aussi. Les filles actives, là, ils vont continuer d'être actives. C'est un mode de vie. Mais les filles qui ne bougeaient pas avant, bien, leur motivation de se mettre en action tout à coup puis dire, OK, je vais aller être accompagnée, je vais m'inscrire à un cours de groupe, tu sais, je vais faire, bien, c'est peut-être aussi pour le bébé. Fait que, c'est beau. Si on rentre un peu plus dans la théorie, vous avez un cours chez Bujotte et Placatine qui s'appelle « Le premier pas de maman ». Oui. Puis dans ce cours-là, peux-tu l'expliquer, faire un peu le syllabus? Ouais. Bien, en fait, le premier pas, c'est vraiment la raison d'être de mon entreprise. C'est quand je faisais ma maîtrise puis que j'étais un peu fâchée parce que je me disais, les femmes accouchent puis il n'y a personne qui leur parle de ce qui se passe. Là, t'es dans un corps qui ne te ressemble pas. Là, tout le monde te trouve belle quand t'es enceinte. Et là, t'accouches, tu te trouves pas super belle, là, mettons. T'as pas mal de tissus qui ont été étirés, t'es enflé, t'as mal, t'es pas... Bref, c'est pas comme...
un pic. Pas comme dans les films hollywoodiens qui tient le bébé puis gros sourire. Là. Non, c'est ça. C'est quand même tough. Il y a des aussi baby blues, puis il y a beaucoup d'anxiété, puis il y a énormément de changements. Là. Je veux dire, tout d'un coup, tu as un bébé à t'occuper. La relation aussi, son conjoint, sa conjointe, tout ça, c'est chamboulé. Tu as l'impression que tu as zéro temps pour toi. Bref, moi, j'étais un peu frue qu'on ne s'occupe pas des femmes une fois qu'elles avaient accouché. Donc, et je voyais qu'en France, il y avait quand même un suivi avec des kinés. Il y a comme 6, mais c'est quand même plus tard, là, à partir de 6 semaines. Il y a des suivis avec des kinés pour de la physio-périnéale, mettons, on va dire ça. Et puis, je trouvais qu'au moins, il y a quelqu'un qui leur parlait de leur corps et qui s'occupait d'elle. Même si ça pourrait être amélioré comme service, c'est quand même une base qui est implantée, c'est payé par les assurances. Donc, moi, je me suis dit, je vais créer un cours où un endroit, là, j'ai tout le temps un safe space, mais en 2012, c'était pas à mode ce mot-là, c'est pas ça que je disais. Je disais, on va créer un espace qui va être la taverne des femmes. C'était ça mon mot. Mais un peu comme j'étais l'accoucheuse du village. On va créer un espace où les mères vont pouvoir être entre elles, partager vraiment comme toute l'anxiété puis qu'est-ce qu'elles vivent dans ce moment-là. Puis, j'avais décidé que le premier cours, c'était théorique. On allait éduquer les femmes sur qu'est-ce qui s'est passé durant la grossesse, c'est quoi les facteurs de risque, qu'est-ce qui s'est passé durant l'accouchement. Puis, tu sais, avec zéro jugement, dans le fond, juste comme mettre les points sur les i, tu as plus de risques, tu as une déchirure, voici ce qui va se passer. Puis après ça, de leur présenter la grande image, puis on leur dit dans ce cours-là, tu sais, là, ça vous permet de savoir vous êtes où aujourd'hui par rapport à votre passé, vous avez été active, non, l'accouchement, qu'est-ce qui se passe, des jumeaux, pas de jumeaux, t'allaites pas, ton bébé était en néonat, tu sais, et de comprendre, ça va être quoi les étapes pour se rendre où tu veux. Donc, ça permet de rendre autonome la personne sur son propre corps, puis de ne pas attendre que quelqu'un lui donne un OK, lui dit oui, t'es prête. Parce que quand j'ai ouvert, les médecins disaient encore c'est 4 à 6 semaines avant de recommencer à faire de l'activité physique. Mais si on fait encore notre parallèle avec un athlète qui se déchire le ligament croisé, on ne dit plus attends 4 à 6 semaines. On dit tu gardes la mobilité, tu vas faire de l'isométrie, tu vas faire éventuellement de la proprioception. C'est la même chose que je fais avec les mamans. Là. Je suis pas en train de leur faire de la corde à sauter. T'sais, ils sont couchés sur le dos, puis on active le plancher pelvien puis le transverse. T'sais, je veux dire, mais elles se connectent à leur corps. Parallèlement, on parle de OK, tu vas aller marcher, toi, tu fais de la natation, tu fais ton vélo, du vélo stationnaire. T'sais, on les accompagne, mais on les rend autonomes dans leur éducation postnatale aussi pour qu'elles comprennent et fassent leur propre choix. Fait que ce cours-là, c'est sûr que c'est mon cours chouchou parce qu'en plus, au premier cours, on fait de la théorie, mais aussi, on fait les récits d'accouchement. Puis ça, là, c'est tellement beau. Puis des fois, c'est comme une des premières places, vu que personne ne se connaît vraiment, où ils ont vraiment une écoute. Donc, il y a d'autres mères qui écoutent réellement et qui minimisent pas ce qu'ils ont vécu. Parce que souvent, quand tu viens d'accoucher puis que la visite vient, ne sont pas vraiment intéressés à écouter ton récit d'accouchement. Puis quand tu commences à le raconter, il y a beaucoup de monde qui va dire « Oui, mais l'important, c'est que le bébé soit en santé. » Et là, je trouve que cet espace-là où la mère se permet de raconter son accouchement, déjà, j'ai l'impression qu'on a libéré quelque chose. Puis là, c'est la cohésion de groupe ensemble. Souvent, ces femmes-là vont se suivre pendant toute leur congé de maternité. Puis, tu sais, elles peuvent déjà se mettre en action, puis elles n'ont pas peur de bouger. Et là, en 2025, il y a une étude Delphi qui a été faite par notre chercheur en Alberta, avec une autre chercheure ici à l'Université de Trois-Rivières. Moi, j'ai collaboré comme experte aussi pour faire un guide d'activité physique en période postnatale où ils disent c'est terminé le 4 à 6 semaines des médecins, il faut arrêter de dire ça. La nouvelle maman devrait essayer de faire 120 minutes d'activité physique et commencer le plus rapidement possible après l'accouchement pour prévenir les dépressions postpartum. Fait que moi, 14 ans plus tard, je suis comme bon, la science est venue valider ce que je faisais, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de enlever la peur de bouger aux mères. Il n'y a pas de question niaiseuse sur le podcast Santé Sport. Là. Récit d'accouchement. Là. Oui. Sans en faire 10 minutes là-dessus. Ils racontent leur accouchement. Ils racontent leur accouchement, mais comme... En détail. Comment ils l'ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Mais... au début, je n'étais pas stressée, puis là, à un moment donné, quand j'ai eu ma première contraction, là, oui. C'est ça, par exemple? Oui, puis des fois, ils ont des questions qui n'ont pas été répondues. Ah là, ça, j'ai été provoquée. Ah ouais, pourquoi? Ah ben là, ça, je sais pas. Ah, puis là, tu sais, ça s'est passé. Puis là, telle affaire, j'ai ma période de latence, mon travail est actif. Et là, puis là, Puis ça leur fait tellement du bien aussi de dire comme, ah ouais, moi, finalement, c'est parti en césarienne d'urgence. Puis là, il y en a une autre qui raconte, puis elle dit, ah, crime, je suis pas toute seule à avoir vécu ça parce que tu te sens seule, là. Seule chez vous avec ton bébé à dire,
moi, j'ai l'impression que mon accouchement, ça n'a pas si bien été. T'sais. Puis là, tu es comme, OK, il y en a d'autres aussi que ça n'a pas si bien été. Puis il y en a d'autres que ça a bien été. Puis on est contente pour elles aussi. Ça humanise la patente. Là. T'sais, puis ça fait en sorte que les mères se sentent moins seules parce que c'est un méchant gros changement de devenir parent. Fait que... Dans le syllabus du cours Premier pas de maman, il y a une section qui dit on répond à 2 questions. Là, on va en répondre à une. OK. Puis si jamais ils veulent plus d'informations, ils pourront aller suivre le cours. Ouais. Mais comment qu'on se remet en forme après d'avoir accouché? C'est super intéressant parce que, premièrement, ça dépend de où tu pars. Il y a des femmes qui accouchent, sont super en forme, là. Ils sont entraînées toute la grossesse. Donc, je vais faire un peu, encore une fois, un parallèle avec mon joueur de soccer. Donc, un athlète, un joueur de soccer qui a un ligament croisé, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du cross-training à côté pour maintenir sa forme physique, mais du cross-training qui ne va pas nuire à la récupération de son genou. Donc, c'est un peu la même idée pour la nouvelle maman, c'est-à-dire qu'une maman qui est en forme, qui veut maintenir, qui ne veut pas perdre ses acquis, bien, elle va continuer de choisir des activités qui ne vont pas stresser ses chaînons les plus faibles présentement, qui est peut-être au niveau de son plancher pelvien ou au niveau de sa cicatrice, elle a une césarienne, ses abdominaux. Donc, elle peut quand même rester en forme. Puis, il y a des sports qui vont créer plus d'impact au niveau du plancher pelvien. Tu sais, moi, je donne des cours à Saint-Féréol. Puis, à mes nouvelles mamans qui ont la montagne dans leur cours, je leur dis, je leur explique que le dénivelé positif, tu sais, au niveau du plancher pelvien, souvent, ça va moins être impactant que la descente où il y a une verticalité qui peut arriver. Fait que je leur dis, moi, les filles, il n'y a pas de problème, là, aller monter en montagne, descendre en gondole. Tu sais, au lieu de descendre toute la montagne, un 700 mètres de dénivelé avec un bébé en portage quand tu fais d'accoucher, peut-être que ça va être trop impactant pour le plancher pelvien. Ou je leur dis, faites une demi-montagne. Fait que, tu sais, c'est de trouver des activités que le corps va tolérer. Tu sais, que ça soit aussi après ça la natation, le vélo stationnaire, c'est confortable, tout ça. Il faut qu'ils comprennent sont où les limites. Après ça, nous, on donne un cours comme Premier pas de maman. L'objectif, c'est un peu aller chez le physio, mettons, avec notre joueur de soccer. C'est-à-dire là, je vais faire des exercices spécifiques pour ma musculature, mes structures ligamentaires et tout ça qui ont été impactées. Par contre, la différence avec un joueur de soccer puis une maman, c'est que lui, il n'y a pas eu de changement hormonaux. Là. Fait que, tu sais, elle a quand même été 9 mois enceinte. Il y a eu des changements hormonaux. Et là, sa récupération n'est pas pareille non plus. Elle dort pas la nuit, elle allait tout le temps, elle a des petits symptômes peut-être dépressifs et tout ça. Donc, c'est sûr que la récupération peut prendre plus de temps qu'un athlète qui se blesse. Tu sais, c'est pas le même... Timeline. Là. Non, c'est ça. C'est pas le même contexte. Donc, c'est de faire les plus petits pas, amener une constance dans des exercices vraiment spécifiques. Puis, des fois, par rapport au timing, justement, au niveau hormonal, tu sais, tant que la femme n'a pas... recommencer ses règles, ça démontre qu'il y a encore des niveaux d'hormones un peu de la grossesse. Donc, ça se pourrait qu'elle n'ait pas retrouvé toute sa tonicité, l'estrogène pour permettre à bien guérir les tissus. Et ça, c'est aussi propre à chacune des femmes. Mais, tu sais, ça se peut qu'elle se sente encore un petit peu plus... tu sais, les systèmes ligamentaires sont un peu plus lousses, les muscles sont moins toniques. Donc, tu sais, d'être un peu plus prudente. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Puis après ça, bien, ça va être une quantification de stress mécanique. Donc, ça reste qu'on veut créer des impacts pour permettre au corps de s'adapter, d'avoir des modifications, puis on en met de plus en plus, puis des fois, on recule un petit peu, puis après ça, on réavance. Donc, c'est surtout pas de ne rien faire. C'est surtout pas de ne rien faire. Le temps ne réglera pas tout. Même chose qu'une opération à un ligament croisé antérieur, si tu fais rien, tu vas avoir des rigidités puis des adhérences qui vont s'installer. Bien, c'est le même principe, là. Ça me fait penser... j'ai eu Amélie Gauthier, qui est une ultra-traileuse aussi, qui est coach pour la clinique. Oui. Puis elle est massothérapeute. Puis on a parlé justement Elle est arrivée sur le podcast, puis elle dit « Ah, mais nous, des fois, en masso, on travaille le bas du dos pour les cicatrices de césarienne. » Là, c'est comme « OK, non, une cicatrice peut mal cicatriser si elle n'est pas bougée, si elle n'est pas sollicitée, puis elle est toujours dans le même pattern. Là. Puis là, c'est pas une caricature, puis c'est pas un cas réel, là, mais si jamais vous avez une cicatrice, ben, prenez votre bras, gardez-le à 90 degrés tout le long. Mais à un moment donné, ça se peut que le bras il commence à être fatigué. Exactement. Dans des mauvais plis. Oui. La prochaine section, j'ai écrit une story sur Instagram que je recevais une kinésiologue spécialisée pour les entraînements de femmes enceintes. Si vous aviez des questions, allez-y. J'ai reçu 2 très bonnes questions que je voulais te partager. La première question provient d'un coach de gym. Oui. J'ai demandé un peu d'explication de contexte, là, puis il me l'a très bien donné.
Ils donnent des cours de gym de groupe. Mhm. On pourrait dire CrossFit, mais je ne sais pas exactement ouais. quel style. Et des fois, il y a des clientes qui sont enceintes. Mhm. Quand on arrive à la section du core, Mhm. des exercices d'abdominaux, Ouais. des fois, il y a des mères qui disent « Je suis craintive par rapport à Ouais. cet exercice-là. » Puis Ouais. là, je ne sais pas, ils peuvent être premier, deuxième ou troisième trimestre. Là. Est-ce que leurs craintes sont fondées? Puis est-ce qu'il y a des exercices alternatifs ou mieux prescrits pour quand on est enceinte? Oui, dans le fond, les abdominaux sont vraiment étirés durant la grossesse et il y a comme des adaptations physiologiques qui se créent. Donc, les abdominaux sont très étirés. On a la ligne blanche dans le milieu qui devient un petit peu plus large et qui s'affine. Là, elle va devenir un petit peu plus mince. Puis, c'est une adaptation au ventre qui grossit. Quand la ligne blanche elle est plus large que 2-3 cm, on dit que c'est une diastase des grands droits. C'est pas dangereux en soi. Mais dans le fond, c'est sûr que plus elle va devenir large, souvent, plus ça va être difficile à se résorber puis à revenir plus rapproché. Et notre objectif, la ligne blanche, moi, je l'explique souvent comme un mode bateau. T'sais, les muscles sont rattachés à la ligne blanche, les obliques, le grand droit aussi. Donc, ça va être important en postpartum de travailler toute la gaine abdominale, puis en créant justement une tension, elle va revenir un petit peu plus proche, probablement, c'est pas certain. Mais surtout, ce qu'on va vouloir, c'est qu'elle devienne un mode bateau fort, parce que si on veut pas se blesser, il faut que nos muscles, quand on bouge, s'attachent à quelque part qui est solide. Donc, quand on avance en grossesse, puis surtout si on a une ligne blanche qui est très fine, si on passe notre temps à mettre une pression directement au niveau de la ligne blanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression intra-abdominale quand on force ou quand on fait, justement des abdominaux. Puis là, nos grands droits sont très sollicités. Et si on n'est pas capable d'avoir un transverse qui va vraiment bien faire le gainage puis tirer au niveau de notre ligne blanche, bien, la pression intra-abdominale, on va le voir, ça va pousser au niveau de cette faiblesse-là, puis le ventre va devenir comme un peu pointu. Puis là, c'est comme un mauvais stress qu'on est en train de générer au niveau de la ligne blanche. Puis, on se pose la question, est-ce qu'on est en train justement de faire en sorte qu'elle va devenir encore plus mince, encore plus large et tout ça? Donc, c'est pas des choses qui sont... C'est très clinique encore, mais on s'entend, là, la majorité des professionnels, même aux États-Unis, il y a Sarah Duval aussi qui a une formation. On se dit, à un moment donné, faire des exercices qui fait juste pousser de la pression au niveau de la ligne blanche, c'est pas la chose la plus pertinente à faire. On va axer sur des choses un peu plus indirectes. On peut travailler les grands droits, on peut travailler les obliques, mais pas nécessairement en position de planche ou en faisant, faire un redressement assis quand on est enceinte, c'est pas mal la chose la plus inconfortable. Là. Je dis pas que c'est dangereux, mais c'est un peu niaiseux à faire. C'est ça, toutes les planches statiques qui vont augmenter la pression intra-abdominale, que les abdos sont juste plus capables de tenir. C'est pas non plus nécessairement pertinent. Donc, on va faire... Puis c'est aussi beaucoup c'est pas tant les exercices que le comment. Fait que si lui, là, il n'est pas tant à l'aise de corriger la personne, ben, peut-être de faire des exercices qui sont moins à risque, debout, en faisant des rotations avec de la résistance, des choses comme ça. Okay, ouais. Si on est en train de placer la personne à faire un dead bug, mais à toutes les fois, il y a le ventre qui devient pointu, puis lui, il n'est pas à l'aise, ben, c'est peut-être mieux, c'est ça, de choisir des exercices qui vont travailler de façon indirecte les abdominaux. Mais je veux dire, je fais un shoulder press. Je veux dire, à un moment donné, mes abdos s'activent. Ma femme enceinte, moi, je vais lui dire de venir gainer avant de faire son shoulder press aussi, là, pour contrôler cette pression intra-abdominale-là. Donc, il ne faut pas dire... Dans le fond, pour répondre à la question, c'est pas que les exercices d'abdominaux sont à prescrire, c'est de dire est-ce que tous les exercices d'abdominaux sont pertinents? Puis moi, je dirais que tout ce qui sollicite uniquement les grands droits, là, ben, c'est pas pertinent là, à aller chercher, que ce soit le crunch, les bateaux là, en pilates, les planches à tenir trop longtemps, les trucs, les pieds d'intérix, des pikes, des choses comme ça, c'est plus pertinent à faire. Puis, en postnatal immédiat, ça va être la même chose. On va pas faire ça tout de suite après avoir accouché. Là. On va progresser pour se rendre jusque-là. Les rotations avec l'élastique debout, là. Ben oui. Même, planche latérale, limite, ça ne met pas vraiment de pression sur la ligne blanche, c'est jusqu'à un certain point. Là, ça quand peut être inconfortable. Au mur avec les chaises, c'est ça, faire des élastiques. Il y a vraiment beaucoup de façons de travailler les abdominaux. Plus de travailler compound qu'isolé, mettons. Exact, oui. La deuxième question, c'est une question, une autre très bonne question, en fait. Mes followers, ils donnent des bonnes questions. Mais c'est un concept que je n'avais jamais pensé aborder avec toi en faisant la recherche. C'est le surentraînement. Ouais. Chez la femme enceinte. Là, je lis mes notes juste pour être certain. Là.
Est-ce que c'est plus facile de faire un surentraînement quand on est enceinte? Et c'est une excellente question. J'ai jamais lu sur ce sujet-là. On parle beaucoup plus du RED-S qui peut rentrer un peu du surentraînement là-dedans, avec les changements hormonaux. Des fois, ça va être plus en postpartum que durant la grossesse. Il n'y a pas d'études sur ce sujet-là. Je pense pas qu'il y a plus de risques de faire de surentraînement. Je ne verrais pas pourquoi il y aurait plus de risques de surentraînement, mettons, durant la grossesse. Se rendre jusque-là, il va y avoir des symptômes peut-être un peu plus évidents qui vont peut-être inquiéter plus tôt qu'un athlète qui fait un surentraînement qui va faire peut-être nier certains symptômes puis tomber direct dans le surentraînement là, sans l'avoir vu venir. J'ai l'impression que la femme enceinte, pour se rendre à un surentraînement, là, il va avoir une couple de symptômes qui va s'être manifestés avant. Là. Je n'ai pas suivi le cours de formation à Blaise là, de la clinique du coureur. Ouais. Là. Je ne suis pas un spécialiste d'entraînement de course à pied non plus. Au niveau j'ai de l'expérience avec le surentraînement là, dans le biathlon. Dès que vous faites du sport d'endurance, c'est de quoi qui arrive assez vite. La ligne est fine. La ligne est fine. Mon expérience, c'est plus de là. Ouais. Donc, plus d'expérience personnelle que clinique. Mais au niveau du stress mécanique, un surentraînement, ça le dit. Tu t'es surentraîné. Puis bien souvent, la manière qu'on se l'est fait expliquer et que j'aime le vulgariser, c'est est-ce que vous êtes assez reposé? Oui. Donc, si vous êtes enceinte, normalement, votre corps va prendre un peu plus d'énergie pour développer le bébé. Ouais. Donc, c'est sûr que si vous gardez la même charge d'entraînement qu'avant, est-ce que le risque est plus haut? Peut-être pas. Est-ce que c'est plus facile d'en faire un? Sûrement que oui, vu que vous utilisez plus d'énergie. Vu de même, je le comprends. Je pense que des athlètes de haut niveau qui veulent continuer... les recommandations sont toujours d'être suivies de plus près par un professionnel. T'sais, pour moi, si c'est une athlète qui veut continuer... Il y a eu une étude là, avec justement une ultra-traileuse. Je pense qu'elle avait eu 2 grossesses, dont une grossesse gémellaire. Elle avait continué de s'entraîner des courses, là, genre des ultra-trails, pas possible. Tout a bien été. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect psychologique là, qui peut rentrer là-dedans à un moment donné. Faut que ces personnes-là, ces femmes-là soient suivies plus près, là, parce que, justement, l'apport calorique, il faut qu'il soit analysé. Donc, je pense qu'on ne devrait pas s'improviser, mettons, tu sais, on s'entend, là, les athlètes amateurs, j'ai l'impression que c'est comme je dis, souvent, le corps va mettre une limite, là. Tu sais, quand même, il y a des inconforts mécaniques, tu sais, avec le ventre est là, tu sais, tu as bien beau vouloir faire des intervalles en montée puis en descente. Je veux dire, tu as un feeling qui est différent quand même, là, rendu au 2e, 3e trimestre. Mais c'est sûr que, comme je dis, probablement qu'il doit y avoir plus de risques, là, tu sais. Mais c'est juste que c'est très peu de femmes qui sont dans cette situation-là. Je pense que c'est pour ça que c'est pas tant étudié. Là. En postpartum, j'y crois davantage. Okay. Parce que l'apport calorique va quand même être important aussi. Vraiment, il y a un gros manque de repos, de sommeil avec le bébé. Tu sais, après ça, il y a au niveau des dépressions postpartum, il y a au niveau hormonal aussi, que c'est pas nécessairement toujours rétabli. Donc là, des fois, il n'y a pas de retour de règles. On pense que c'est parce qu'on allaite, mais dans le fond, c'est peut-être parce que le taux hormonal, tu sais, il y a un RED-S qui s'installe, donc on protège le corps et là, les risques de fractures de stress peuvent être augmentés aussi. Donc, on dirait qu'en postpartum, j'y crois encore plus des femmes qui veulent recommencer très tôt au niveau de la performance. Puis, ils ne vont pas regarder justement tous les symptômes là, qui se sont manifestés, qui ont peut-être été cachés par justement l'allaitement ou des choses comme ça. Puis là, ben, ça finit en fracture de stress, puis peut-être un peu de dépression et tout ça. Ça pourrait être quoi les symptômes? Ben, tu sais, par exemple, quand on dit que l'allaitement peut cacher au niveau des règles, mais là, tu sais, elles peuvent penser que c'est parce qu'elles allaitent qu'elles n'ont pas nécessairement les règles. Mais c'est peut-être parce que l'apport calorique est insuffisant par rapport à la dépense calorique, puis il y a une aménorrhée qui s'est cachée en arrière, là. Donc là, est-ce que justement, ils développent de l'ostéopénie? Puis là, ben, c'est des fractures de stress qui peuvent peut-être s'installer. Après ça, ben, tu sais, il manque de motivation. Tous les symptômes au niveau de... Classique, là. Classique, oui.
Mais ça, cette histoire-là de Redis en postpartum, on a fait justement avec Élive, qui sont à Trois-Rivières, qui est un Véro Larouche, là, en tout cas dans le monde de l'ultra-trail aussi, puis son chum, qui est docteur. Puis on a fait justement une publication, puis un blog à ce sujet-là sur le site de Bougeotte, puis sur leur site pour parler du Redis en postpartum, parce que c'est quand même commun. C'est pas nécessairement le surentraînement, là, ça mène pas nécessairement au surentraînement, mais c'est quand même des risques que des athlètes de haut niveau amateurs, le mettons, peuvent avoir. Wow! Hey, je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode-là. Ouais! J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. OK. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Ah, c'est vraiment une bonne question. Moi, mon cerveau, il part dans toutes les directions dans ce temps-là. Pour moi, comme être en santé, c'est pas juste l'absence de maladie. Parce qu'il y a des maladies aussi qui peuvent arriver, puis même quand on est en santé, là, on va se le dire. Je pense qu'être en santé, c'est avoir une énergie qui nous permet de réaliser nos rêves. Je pense que c'est ça, être en santé. C'est d'avoir un corps là, qui nous suit dans nos projets. Donc, d'avoir, c'est ça, l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut pour pouvoir avancer avec passion puis sans limite. Je pense que ce serait ça, ma définition de santé. Wow! On arrive à peu près à bientôt 50 épisodes. Des fois, je me pose la question, est-ce que je continue à poser cette question-là? Puis à chaque fois, j'ai une nouvelle version, une nouvelle réponse, une nouvelle façon d'approcher. L'absence de maladie. Les auditeurs et auditrices qui le connaissent le savent que on l'a entendu souvent ici. Ouais. Mais t'as ajouté une variante que des fois, on n'en parle pas, puis qu'on n'a jamais parlé en fait. Là, je pense que c'était amené vraiment bien une belle petite phrase. Là. Bon, tant mieux. S'il y a des auditrices, auditeurs qui veulent te suivre, en apprendre plus sur Bougeotte et Placotine, où ils peuvent te trouver? Honnêtement, on a quand même une belle page Instagram active où je fais quand même beaucoup de vulgarisation scientifique. Fait que quand il y a des nouvelles études qui sortent, on fait des carousels, on a comme une série là, de Reels aussi, des minutes Placotine. Fait que je pense que j'ai ma page personnelle, mais la page de Bougeotte, c'est là qu'il y a vraiment plus d'informations. Notre site Internet aussi, on a des blogs, des articles, ça peut être vraiment intéressant. Puis, nous, il y a toujours possibilité de venir essayer là, un cours via notre site Internet, de venir sur place dans nos succursales. On a quand même 13 succursales maintenant on l'a au pas Québec. Dit, mais vous êtes partout au Québec. Oui, là, on commence tranquillement avec les franchises. Mais c'est quand même facile de nous trouver. Puis c'est ça, j'ai toujours essayé de rendre accessible l'information. Ça fait partie de ma mission d'éduquer les femmes. Fait que, via le compte Instagram, je pense qu'ils vont trouver leur compte. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt.